Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode d'introduction de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer vis-à-vis de leur territoire. Je suis Nicolas, un jeune martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Alors cet épisode d'introduction a plusieurs objectifs, donc déjà vous expliquer pourquoi je fais ce podcast, me présenter et également vous présenter dans quel contexte s'inscrivent les départements d'outre-mer. Donc pour cela, on verra en premier lieu le contexte, dans quel contexte s'inscrivent les DOM, donc qui je suis et enfin les objectifs du podcast. Donc avant de vous parler de tout ça, je vais vous définir quelques termes qui pour moi sont importants pour que vous puissiez avoir une compréhension globale et idéale du podcast, puisque ce sont des termes qui reviendront souvent. Donc tout d'abord le terme de DOM, l'acronyme DOM, les initiales. Donc DOM, D-O-M, donc ça signifie ce sont les initiales pour département d'outre-mer. Ultramarin fait référence aux personnes habitant dans ces territoires. Et pour parler de la France, je n'utiliserai pas le terme de métropole, mais le terme d'hexagone, car l'un des sens de la métropole, c'est un État considéré par rapport à ses colonies et ses territoires extérieurs. Or, donc les départements d'outre-mer que représentent la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte ne sont plus des colonies, ce sont des départements français d'outre-mer. Donc j'utiliserai le terme d'hexagone. Je vais vous présenter du coup ce que représentent les départements d'outre-mer, donc les DOM. Donc avant tout les outre-mer, ce sont en tout 12 territoires. Donc représentés par la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les terres australes et antarctiques françaises, et les îles Wallis et Futuna, soit près de 2,6 millions d'habitants. Mais moi, du coup, j'ai décidé de me focaliser sur 5 de ces territoires, que sont Mayotte, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Donc ça pourra peut-être évoluer par la suite, mais pour des raisons davantage de simplicité, pour vraiment cibler ces territoires et ces populations, j'ai choisi ces 5 territoires, mais ça pourra tout à fait évoluer par la suite. Mais je vais commencer par cela. Donc ces 5 territoires représentent une population de 2,2 millions d'habitants, soit 1,4% de la population française. Alors donc je vous parle un peu de moi, pour que vous puissiez savoir qui est derrière le micro de Dom Talk. Je suis Nicolas, j'ai 27 ans, je suis un jeune martiniquais. Et donc du coup j'ai grandi et je suis né en Martinique. Donc j'ai fait un bac scientifique, après une prépa commerciale et j'ai intégré une école de commerce. Et après j'ai travaillé comme commercial sur Paris. Donc je vous parle un peu de moi. À mon arrivée, du coup, je suis arrivé en 2014, en Hexagone. En fait, pour moi, ça a été un moment très enrichissant, très riche, parce que j'ai découvert différentes cultures. J'ai découvert la culture de l'Hexagone, la façon de s'amuser, la façon de rigoler, comment les gens interagissaient entre eux. Et c'est vrai que en fait, un de mes ressentis, c'est que ce sont des choses auxquelles, en fait, en tant que Martiniquais, donc venant d'une île, qui est située dans les Caraïbes, en fait, ce sont plein de choses auxquelles il faut s'adapter. Il faut s'adapter à un nouvel environnement, il faut s'adapter à une nouvelle façon de vivre, de consommer, de rigoler. Et c'est tout bête, hein, mais par exemple, moi sur mon île, il n'y a pas de train. J'avais jamais pris de train. Et en fait, quand je suis arrivé à la gare de Montparnasse, ça m'a paru Mars quoi. J'étais en terre vraiment en terre inconnue, si vous me permettez le terme. Et pour moi ça me paraissait un monde de prendre le train. Et heureusement que mon père m'avait accompagné du coup durant mon arrivée donc en Hexagone. Il m'avait accompagné pour m'aider. En fait, je passais mes oraux d'école de commerce, donc j'ai fait le tour de France. Je suis passé par j'ai fait Paris, La Rochelle, Rennes et ensuite Strasbourg. Donc tout ça en train. Il m'a accompagné, ça m'a aidé à m'acclimater et à plus facilement découvrir tout ça. Et du coup, toutes ces différences, que ce soit en termes culturels, en termes de température aussi également, puisque chez moi, il fait il fait 30 degrés toute l'année, quoi. Donc, arriver ici dans un climat qui est plutôt tempéré, connaître son premier hiver,
c'est pas facile. Enfin, un exemple qui me vient à l'idée, par exemple, c'est que c'est bête, hein, mais quand je prenais ma douche, le carré était froid. Le carré de douche, il est froid. Et ça me traumatise parce que chez moi, j'ai jamais connu ça. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut s'adapter, il faut s'y faire. Et ça peut être compliqué. Après, la chance que j'ai eue, c'est que enfin, je me suis intégré assez facilement et je me suis adapté. Donc voilà. Donc j'ai pas eu trop de soucis à m'intégrer ici. Après, encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. Je connais pas mal de mes compatriotes qui ont très mal vécu l'arrivée ici, que ce soit par rapport à l'éloignement de la famille, être un peu arraché à son île natale, c'est pas facile. Et du coup, voilà, ils préfèrent du coup, bah, et ce que je comprends tout à fait, tu vois, ce que je comprends tout à fait, c'est du coup, ils préfèrent du coup bah, rester entre eux parce que ça permet de mieux vivre l'éloignement, de mieux vivre cette nouvelle vie, cette nouvelle atmosphère dans laquelle il faut s'adapter. Et voilà. Et donc en fait, moi, donc mon arrivée en Hexagone, ça m'a ouvert l'esprit en fait sur plusieurs choses. J'ai découvert d'autres façons de penser, d'autres cultures, notamment lors de mes séjours à l'étranger, puisque je suis parti aux États-Unis et en Malaisie. Et voilà, j'ai rencontré des gens de partout, du Kazakhstan, du Paraguay, de Taïwan, de Finlande, d'Allemagne, d'Angleterre. Et voilà, et moi je me disais qu'en tant que petit Martiniquais, j'avais la chance de rencontrer des gens comme ça et je me suis beaucoup enrichi. Et voilà, en fait, je me suis beaucoup ouvert à plein de cultures et c'était super. Mais après, en fait, une fois que j'ai commencé à travailler, une fois qu'en fait j'ai quitté l'école, j'ai commencé à travailler, donc je travaillais sur Paris. Donc c'était classique métro boulot dodo. Et en fait, les années passant, je prenais de l'âge, enfin, voilà, j'avais un peu plus de maturité et je prenais conscience de certaines choses. Je me posais des questions sur moi-même, sur mon avenir, sur quel est mon rôle à Paris. De plus en plus, l'envie de rentrer en Martinique était de plus en plus présente. Donc voilà, donc c'est des choses qui m'animaient et je me posais la question voilà, de ma place dans tout ça. Et est-ce que voilà, en fait, j'ai l'impression juste d'être sur Paris pour consommer, quoi. Donc je me suis dit, c'est pas la vie que je veux mener, c'est pas cette vie-là c'est pas ça, enfin, j'ai pas envie de vivre comme ça pendant les 10, 15, 20 années à venir, voilà. Et donc du coup, j'avais besoin de savoir plus sur mon histoire, de comprendre mieux la situation des départements d'outre-mer, enfin, notamment de la Martinique, puisque voilà, je suis originaire de là-bas. Comprendre pourquoi nos îles sont dans les situations dans lesquelles elles sont. Et, et je voulais et voilà et je voulais en parler autour, enfin j'avais déjà des questionnements et je voulais en parler autour de moi, et notamment en fait il y a plusieurs événements et faits qui m'ont fait prendre conscience, ou en tout cas en fait c'était une prise de conscience progressive où, au bout d'un moment je me suis dit enfin j'en peux plus quoi, faut que je fasse quelque chose. Et notamment voilà les différents événements et faits qui font que j'ai eu le déclic et que j'ai eu envie de créer ce podcast là. C'est notamment le fait que la population de la Martinique et de la Guadeloupe sont en baisse depuis plusieurs années. Chaque année, à chaque recensement de l'INSEE, la population baisse. Donc tout ça est dû à deux facteurs, hein. C'est que en fait, on a une jeunesse qui s'expatrie, qui part en hexagone ou à l'étranger pour se former et qui n'en revient pas dans sa majorité. Et donc du coup, la population sur place a vieilli, donc on a conjugué à ça une baisse de la natalité, parce qu'il y a beaucoup moins d'adultes en âge de procréer. Et donc voilà, ces deux phénomènes conjugués font que la population baisse, et ça, moi, ça m'attriste, parce que je me dis, dans 50 ans, à la fin du siècle, est-ce qu'il restera encore des Antillais? Un autre événement également qui m'a touché, c'est le déboulonnage des statues de Victor Schœlcher en Martinique, durant le 22 mai 2020, donc la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Et en fait, ça m'a permis de me remettre en question vis-à-vis de mes connaissances. Parce qu'en fait, voilà, Victor Schœlcher, pour moi, c'était la figure de celui qui avait aboli l'esclavage en Martinique et dans les anciennes colonies de façon plus globale, mais voilà, j'en savais pas plus. Et en fait, voilà, en creusant, on se rend compte que bah, lui, enfin, c'était un colonialiste, un raciste, parce qu'en fait, voilà, je veux dire, il a défendu à la fin de l'abolition, il a défendu l'indemnisation des propriétaires d'esclaves, qui ce que sont les Békés en Martinique et en Guadeloupe, qui sont du coup les descendants des anciens colons
à l'époque de l'esclavage. Donc à savoir que du coup, les anciens colons, ils ont été rémunérés à plus de 123 millions de francs qui leur ont été versés. Donc pour la perte de plus de 250 000 esclaves, donc ce qui équivaut à plus de 5 milliards d'euros d'aujourd'hui. Donc ce qui est un plutôt beau pactole. En fait, à savoir qu'aussi, voilà, en fait, les esclaves, ils se sont battus pour obtenir leur libération. Ils n'ont pas attendu le décret de Schellcher pour se libérer. Et qu'en fait, je veux dire, l'abolition, elle est venue, mais elle a été accordée, entre guillemets, mais parce que la situation n'était plus tenable, en fait. Je veux dire, entre les rébellions d'esclaves, les nègres marrons, etc., euh, c'était plus rentable, en fait, de pratiquer l'esclavage, et voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le fait que la statue de Schellcher sur nos territoires, le fait qu'il y ait une ville qui porte son nom, ça pose un problème de représentation, de représentativité de nos vraies figures, en fait, et des personnes qui ont vraiment œuvré pour nous, notre histoire, notre libération et notre peuple. Donc voilà, ça a remis en question mes connaissances et ça m'a beaucoup interpellé lors de cet événement. Un autre événement également, c'est la suppression de la chaîne France O, le 1er septembre 2020. Alors c'est vrai que c'est une chaîne, je vais pas vous mentir, hein, c'est une chaîne que je regardais pas tant que ça. Mais au moins voilà, c'est quelque chose. Enfin, je savais qu'il y avait, qu'il y avait cette chaîne-là qui existait, qui était une vitrine pour nos territoires, qui permettait voilà aux gens de l'Hexagone de, s'ils étaient intéressés, de pouvoir en savoir plus sur nos réalités, nos cultures, nos façons de vivre. Et en fait, moi, je pense que, en fait, je trouve que la suppression de France O, c'est un mépris qui est fait aux populations d'outre-mer. Car déjà le fait que, alors nous sommes 10 départements français, mais voilà, enfin, nous sommes loin de l'Hexagone, nous sommes entre 8000 et plus de 20 000 km pour certains territoires. Il y a le décalage horaire, il y a le manque de connaissances par rapport à nos réalités. Et en fait, supprimer cette chaîne-là, c'est encore nous invisibiliser, c'est encore nous mettre de côté. Même si voilà, il a été dit que les programmes de France O seront répartis sur les autres chaînes de France Télévisions. Mais voilà, enfin, je veux dire, il faut pas être dupe, ce sera noyé parmi les autres programmes. Et moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, en fait, bah, ok, bah, en fait, vous voulez nous supprimer du paysage, ben, c'est pas grave. En fait, on va raconter nos histoires et c'est nous qui allons les raconter. Et voilà, et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que c'est une des raisons de ce podcast, c'est que j'ai envie de raconter nos histoires. Et voilà. Un dernier événement, c'est le scandale du chlordécone, qui est un pesticide ultra toxique, donc classé comme cancérogène dès 1979 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc à savoir que le chlordécone a été utilisé du coup en Martinique et Guadeloupe pour sauver en fait la culture de la banane qui est très présente et qui a un poids économique très important pour nos îles pour l'agriculture. Et en fait, ça a été utilisé pour lutter contre l'invasion d'un parasite pardon, qui s'appelle le charançon du bananier, qui à la base, donc à savoir que le chlordécone a été interdit dès 1977 aux États-Unis, mais il sera utilisé en Martinique et en Guadeloupe de 1972 à 1993, causant la contamination de plus de 90% des Martiniquais et des Guadeloupéens, donc 92% pour les Martiniquais, 95% pour les Guadeloupéens. Donc à savoir que le chlordécone, donc c'est un pesticide toxique qui crée une augmentation des cancers de la prostate, qui favorise les chances d'avoir des bébés prématurés et des malformations. Et en fait, moi, en apprenant ça, ça m'a doublement choqué parce que, en fait, c'est totalement moi. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas de cancer de la prostate, j'espère, mais voilà, je suis né prématuré et en fait, j'ai une malformation du pied. Et comme bazar, je suis né en 93, c'est-à-dire et en Martinique, et à la fin de l'épandage du chlordécone. Donc après, il faudrait que je fasse un test pour voir exactement les taux de toxines que j'ai dans le corps, mais ça fait trop d'éléments, ça fait trop d'éléments concordants en fait. Enfin, je me dis, ça m'a choqué. Et du coup, donc à savoir qu'en fait, aussi, un dernier élément, c'est que nos terres, en fait, elles seront polluées sur plusieurs siècles. On parle d'une contamination de 700 ans. Donc, sachant que nos territoires sont petits, enfin, je veux dire, la Martinique, c'est un peu plus de 70 km², un peu plus de 70 km de long sur 30 de large. Voilà.
nos terres sont polluées aussi, nos eaux sont polluées, puisque certaines zones de pêche sont interdites aux pêcheurs, donc ce qui crée aussi une baisse de rémunération, enfin une perte de chiffre d'affaires pour eux. Donc ça a euh, des conséquences sanitaires et des conséquences économiques. Donc c'est grave, c'est super grave et c'est des choses qui faut en parler, il faut le mettre il faut le critiquer, faut le dénoncer parce on a clairement voulu, enfin, on a voulu tuer une population. Donc c'est toutes ces choses-là m'ont donné envie de prendre la parole, de vous parler, d'aller à la rencontre de mes compatriotes pour qu'on parle de nos problématiques et voilà. Et en fait, l'envie de faire ce podcast, en fait, c'est lié à tout ça, mais c'est lié aussi à une démarche aussi plus personnelle. C'est que j'étais dans un questionnement, voilà, sur mes origines, sur qui je suis, où je veux aller, ce que je veux faire dans la vie. Et en fait, quand je vois les réalités auxquelles font face mon île, sachant que bah, là, j'y suis pas, je vis toujours en Île-de-France, mais je compte à terme rentrer définitivement pour m'installer en Martinique et participer à son développement. Et voilà, en fait, ce sont des thématiques qui me touchent. Et en fait, j'avais envie de connaître l'avis des autres ultramarins. J'ai envie de connaître votre avis, de savoir ce que vous en pensez, de savoir si j'étais le seul à me questionner sur ces questions-là, savoir si j'étais le seul à vouloir que les choses changent, à vouloir faire avancer mon pays, à vouloir qu'on évolue, enfin que nos situations évoluent et qu'on ne soit pas dans un fatalisme perpétuel et qu'on prenne les choses en main et qu'on avance et que, en fait, que notre génération soit la génération qui change les choses, en fait. Parce que, en fait, nos parents ont posé les bases. Nos parents se sont débrouillés pour faire des études, pour partir, pour se former. Ils ont intégré la fonction publique, ils ont eu des postes intéressants, ils nous ont permis d'avoir des vies et des opportunités en termes d'études confortables. Et, euh, et, et voilà, il y a eu des luttes, il y a eu des luttes, il y a eu des mouvements de contestation auparavant. Mais je pense que voilà, c'est notre génération avec l'impact des réseaux sociaux, avec la force d'Internet, avec la force voilà, de la visibilité qu'on peut avoir avec les réseaux, de mettre ces débats-là, de sortir ces débats-là, d'en parler plus et de faire changer les mentalités. Voilà. Donc du coup voilà, donc j'avais envie de faire ce podcast-là parce que voilà, c'était un besoin d'une recherche identitaire en fait, un besoin de communiquer avec vous. Et voilà, donc maintenant les objectifs de ce podcast. Donc pourquoi choisir le format du podcast? En fait, c'est parce que bah déjà j'en suis fan. J'adore écouter des podcasts. J'adore de toutes sortes, hein, sur sur la société, sur l'économie, sur l'humour. Voilà, je suis très fan de ce format. Et voilà. Et donc du coup, j'ai deux objectifs principaux avec ce podcast. Avant tout, c'est de mettre en avant du coup les portraits ultramarins. J'ai envie qu'on discute de nos problématiques. J'ai envie de créer des débats et si possible des prises de conscience sur nos réalités au sein de nos communautés. Et aussi, avant tout, j'ai envie de raconter nos histoires. Parce que je pense que c'est à nous de raconter nos histoires, c'est à nous de dire ce qu'on veut dire, comment on veut le dire. Et c'est à nous de dire nos réalités, en fait, de ne pas laisser, du coup, de ne pas laisser des tiers le faire. Et aussi de ne pas être dépendant. De ne pas être dépendant de chaînes nationales qui, sous prétexte d'audience faible, nous suppriment de leur offre. De créer nos propres médias, nos propres réseaux. Voilà. Donc voilà, donc j'ai envie de mettre tout ça en avant. Et le deuxième aspect également, du coup, bah, vu que, voilà, on le sait, hein, que après les choses changent, hein. Les choses sont en train de changer, mais il y a encore pas mal de préjugés, de méconnaissances, de choses qu'ils n'ont pas su sur nos territoires, que les gens n'en ont pas conscience. Et du coup, voilà, il y a un aspect aussi pédagogie, un aspect, j'ai envie de faire découvrir nos histoires et nos réalités à toute personne qui serait curieuse d'en savoir plus sur nous. Voilà. Et donc j'ai décidé d'être dans l'action et non dans la réaction face à une problématique, donc notamment la vie chère ou le taux de chômage élevé. Du coup, je vous invite à retrouver les chiffres par rapport à ces réalités-là sur mon Instagram. Je publierai des posts en rapport avec ça. Et voilà, en fait, donc moi je fais un appel à donc mes invités, j'ai envie que ce soit toute personne originaire d'un département d'outre-mer. Donc que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion ou Mayotte.
J'ai envie de vous interviewer, que vous soyez né sur ce territoire ou que vous soyez né par exemple en hexagone ou à l'étranger. En fait, je veux faire appel à toute la diaspora ultramarine. J'ai envie de raconter vos histoires. J'ai envie de donner la voix à l'ensemble de ces diasporas afin de croiser nos différents regards et savoir ce que vous pensez de nos réalités. Donc voilà, donc si mon projet vous parle, si vous avez envie de témoigner, donc n'hésitez pas à me contacter du coup à l'adresse mail dumbtalklepodcast@gmail.com ou en DM directement sur Instagram, dumbtalkpodcast. Je vous invite à retrouver mes épisodes du coup sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. À bientôt.